La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Régis Juanico. Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous obstinez-vous à rogner le pouvoir d'achat des Français les plus modestes? Le président de la République, qui a annoncé ce matin des mesures cosmétiques, dit préférer la taxation des carburants à celle du travail. Mais en même temps, les travailleurs sont les premières victimes de la hausse sans précédent des prix du carburant qui s'envolent sous l'effet conjugué de vos taxes et de la hausse du prix du baril. Le ras-le-bol sur le pouvoir d'achat enfle dans tout le pays. La grogne sociale fait le plein et un grand nombre de nos concitoyens s'apprêtent à manifester leur mécontentement. La seule chose qui n'est pas taxée avec vous, c'est la fortune. Après avoir baissé les APL, pénalisant les foyers plus fragiles, après avoir augmenté la CSG pour les retraités, qui perdront en plus 2% de leur pouvoir d'achat, avec la non-revalorisation de leurs pensions dans un contexte d'inflation record. Après avoir gelé le point d'indice des fonctionnaires, le gouvernement s'attaque à présent à l'exonération des cotisations sociales, des aides versées par les comités d'entreprise. Au-delà de 300 €, les salariés seront imposables. Ces aides permettent à 11 millions de salariés d'avoir accès aux vacances, à la culture, au séjour linguistique, à l'éducation pour leurs enfants, aux arbres de Noël, à la lecture, au cinéma et aux abonnements dans les salles de sport. Alors que la moitié des Français n'ont pas les moyens de partir en vacances, cette mesure frappera d'abord les salariés les plus démunis. Nombre de ces prestations, qui représentent parfois plus d'un mois de salaire, étant calculées sur des critères sociaux. Elle aura des conséquences directes sur l'emploi dans les secteurs du tourisme social et de la culture. Monsieur Bruno Le Maire, vous nous répétez qu'avec vous, le travail paye. Mais pour récupérer 1,7 milliard d'euros sur le dos des salariés, vous n'hésitez pas une seconde à revenir sur leurs droits acquis et sur un mécanisme de redistribution du pouvoir d'achat dans les entreprises qui a fait ses preuves. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de vous attaquer aux droits des salariés? Quand allez-vous cesser de faire les poches aux Français? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. S'il vous plaît, on écoute monsieur de Rugy. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Juanico, vous avez commencé votre intervention, et c'est tout à fait normal, en parlant du mécontentement d'un certain nombre de Français, du sentiment par rapport au pouvoir d'achat. Et c'est notre rôle à toutes et à tous d'entendre ce que disent les Français. C'est aussi notre rôle à toutes et à tous d'expliquer les choix que nous faisons. Et chacun fait ses choix. Vous avez, c'est normal, vous êtes un député d'opposition, plutôt critiquer les choix que nous faisons. Et je ne compte évidemment pas sur vous pour nous aider à les expliquer. Mais nous, inlassablement, nous allons les expliquer. Alors oui, nous assumons, le Président de la République l'a rappelé ce matin dans une interview à la radio, hier dans la presse, le Premier ministre l'a fait à de nombreuses reprises et les ministres également. Nous assumons le choix de taxer davantage la pollution et le carbone pour agir pour la transformation écologique, agir pour le climat. Nous assumons tout autant, monsieur le député, la hausse des minima sociaux que vous n'avez pas rappelé. Et j'espère que vous en parlez aux habitants de votre circonscription, la hausse de l'allocation adulte handicapé, la hausse du minimum vieillesse. Parce que si jamais certains d'entre eux qui y ont droit ne le font pas valoir, il faut le faire. Nous assumons de moins taxer le travail et d'avoir baissé les cotisations sociales sur les salaires. Et donc, les Français pourront constater une hausse de leur salaire net. Et enfin, nous assumons la baisse de la taxe d'habitation. Et j'espère que là aussi, vous leur disiez que ce n'est qu'un début. Cette année, c'est 30% de baisse, et encore l'année prochaine, et encore l'année suivante. Et ce sera une suppression totale pour 80% des Français. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Élise Fagellès. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur seraient certainement fiers de la tenue exemplaire de la consultation de dimanche en Nouvelle-Calédonie. Eux qui avaient su dépasser des années d'affrontements parfois sanglants
pour ouvrir la voie, avec Michel Rocard, que j'associe à cet hommage, de la réconciliation et de la paix dans le dialogue et le respect de tous. L'accord de Nouméa, 10 ans après les accords de Matignon, prévoyait qu'il revenait aux populations intéressées au destin de la Nouvelle-Calédonie de décider de son avenir institutionnel. Ainsi que l'a rappelé le président de la République dimanche soir, la volonté des gouvernements successifs depuis 1998, mais aussi de toutes les parties, partisans de l'indépendance ou tenants du lien avec la France, d'organiser une consultation claire, ouverte et sincère, a permis une participation exceptionnelle à ce scrutin et un résultat incontestable. La mise en œuvre de l'accord de Nouméa a transcendé les oppositions et je crois utile de rappeler que le Parlement a participé activement à cette réussite, notamment par le travail de la mission d'information parlementaire et par le vote de la loi organique le 19 avril dernier. C'est avec un grand sens démocratique que les Calédoniens se sont donc exprimés majoritairement pour que la Nouvelle-Calédonie se maintienne dans la République française. Mais l'accord de Nouméa ne se résume pas à l'organisation de ce référendum. Il prévoyait aussi la reconnaissance de l'identité kanak, le rééquilibrage géographique entre le Nord et le Sud ou encore la définition de symboles communs. Dans votre allocution prononcée hier à Nouméa, vous avez mis également l'accent sur la nécessité de mieux prendre en compte les questions économiques et sociales pour consolider ce destin commun. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous éclairer sur les réflexions du gouvernement à ce sujet, alors que vous avez indiqué vouloir porter ce point à l'ordre du jour de la réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, dimanche, en effet, la Nouvelle-Calédonie a voté et elle a massivement voté. Elle a massivement voté avec un taux de participation jamais vu en Nouvelle-Calédonie. Elle a voté dans le calme et dans la sérénité, un calme et une sérénité qui ont été notés par tous les observateurs nationaux et internationaux, puisque vous le savez, des observateurs de l'Organisation des Nations Unies et du Forum des îles du Pacifique étaient présents pendant toute la durée du scrutin et ont pu constater qu'en effet les choses s'étaient passées sereinement. La Nouvelle-Calédonie a voté, le résultat est incontestable, il est clair. Et je voudrais, en commençant ma réponse, m'associer à vos propos et, d'une certaine façon, féliciter tous ceux qui, depuis 30 ans, ont permis que ce rendez-vous historique de la Nouvelle-Calédonie avec la démocratie soit rempli. C'est évidemment à Michel Rocard, à Jean-Marie Tjibaou, à Jacques Lafleur auquel je pense. C'est évidemment Lionel Jospin qui, en 1998, a ajouté son nom dans la liste de ceux qui voulaient que le dialogue prévale pour trouver des solutions à la Nouvelle-Calédonie. C'est l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des forces politiques, loyalistes, indépendantistes, toutes ont fait le pari commun que la procédure permettrait d'aboutir à ce vote important. Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui ont participé matériellement à l'organisation du scrutin, les services de l'État, bien entendu, les maires, les communes, la commission de contrôle, la commission des sages qui avait été instituée. C'est eux qui ont permis que ce rendez-vous avec la démocratie soit réussi. Alors, on aura beaucoup à dire sur le résultat du scrutin et sur la suite, mais votre question porte plutôt sur les questions de rééquilibrage et sur quelque chose qui m'a été dit lundi par toutes les forces politiques, et peut-être plus encore que par les forces politiques, par les étudiants que j'ai rencontrés, les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr que ces étudiants se posent des questions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde s'en pose. Mais leur questionnement ne se résume pas aux questions institutionnelles. Et ils insistent sur le nécessaire développement économique, sur les perspectives de rééquilibrage qu'il faut donner à l'ensemble de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie. Jeunesse qui s'est exprimée comme jamais dans le respect du droit, dans la volonté démocratique et avec une ardeur et une participation que personne n'avait jamais constatée en Nouvelle-Calédonie. Un certain nombre de choses ont été faites. Je pense au programme dit 400 cadres qui est devenu Cadre Avenir. Je pense aux engagements qui ont été pris pour développer le service à Bourail, les 80 places supplémentaires qui ont été évoquées. Je pense aussi à la création de plusieurs établissements, notamment des établissements thérapeutiques.
Il nous faut, en toute matière, penser à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Pas simplement son avenir institutionnel, mais l'avenir de sa jeunesse, son avenir éducatif, son avenir social, son avenir économique. Et de cela, nous sommes également prêts à discuter avec l'ensemble des forces politiques, car, vous l'avez dit, Madame la députée, au cœur des accords de Matignon, il y a bien sûr les questions institutionnelles, les questions de rééquilibrage politique, mais il y a aussi le ressort du développement économique et du développement social. Et il ne faut pas que parce que nous portons une attention considérable à ces questions institutionnelles, nous oublions ces autres ressorts des accords de Matignon. Ils sont essentiels pour le devenir de la Nouvelle-Calédonie. J'aurai l'occasion, au mois de décembre, avec les signataires, ce qu'on appelle le comité des signataires, d'évoquer ces sujets aussi et de les mettre sur la table pour que nous puissions ensemble travailler la suite, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie de façon plus sereine, bien entendu, enfin toujours aussi sereine en tout cas, et de façon plus attentive à des questions qui sont généralisées dans la société de Nouvelle-Calédonie, mais qui ne s'expriment pas forcément suffisamment dans le débat politique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le Président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez été maire d'une grande ville, d'une ville populaire où l'on sait ce que travailler veut dire. Je suis même convaincu que vous y conservez des attaches qui vous permettent de vous tenir informé sans filtre de ce que les Français ressentent. Au Havre, il doit même y avoir des gens qui roulent au diesel, peut-être même certains qui vont travailler avec des voitures diesel. Nous aurions d'ailleurs aimé vous entendre, Monsieur le Premier ministre, condamner les propos imbéciles de votre porte-parole du gouvernement. Même François Bayrou a dit que ces propos lui avaient inspiré de la honte. Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, que vous preniez la mesure de ce qui se passe, que vous fassiez face aux réalités. Et épargnez-nous le discours d'une trajectoire de la taxation carbone décidée il y a 10 ans. Arrêtez de soutenir que vous menez une politique incitative en faveur des automobilistes. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès aux transports en commun. Tout le monde n'a pas la possibilité de se payer une voiture électrique. La vérité, c'est qu'en surtaxant les carburants, vous faites marcher la pompe à fric. Dans cette affaire, l'État prélève 10 fois plus que ce qu'il ne reverse. Nous avons entendu le président de la République annoncer ce matin qu'il voulait bouger un peu. Mais je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, l'heure n'est plus aux gesticulations ou à l'invention de je ne sais quelle usine à gaz. La seule mesure compréhensible et efficace pour nos concitoyens, c'est de baisser les taxes. Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, supprimer les augmentations massives de taxes que vous avez décidées sur l'essence et sur le gasoil? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, merci d'évoquer la belle ville du Havre. C'est toujours avec plaisir qu'elle est évoquée dans cet hémicycle. J'observe d'ailleurs que beaucoup de gens qui citent maintenant le Havre en exemple oubliaient de mentionner cette ville il fut un temps. Je vous remercie de contribuer à sa notoriété. Ça me fait plaisir et je vous en remercie très sincèrement. Il est vrai que le Havre est une ville populaire. Il est vrai que le Havre est une ville populaire. Il est vrai que le Havre est une ville où, comme partout en France, les gens, pour aller travailler, utilisent parfois un véhicule individuel. Bien sûr, parfois ils peuvent ne pas l'utiliser, parfois ils doivent l'utiliser. Nous savons tous que cela arrive partout en France, dans les villes et dans les campagnes, peut-être évidemment un peu plus encore dans le monde rural, où la densité de transport en commun est bien entendu beaucoup plus faible. Nous avons fait le choix, Monsieur le Président Jacob, de mettre en œuvre une fiscalité écologique. Nous avons fait le choix de dire que nous devions, dans toute la mesure du possible, et ça ne se fait jamais en un jour, et nous le savons parfaitement, mais dans toute la mesure, décarboner l'économie et probablement encore plus vite les transports. Pour ce faire, nous devons, dans le même temps, et jamais de façon instantanée, car c'est long et c'est difficile. Et au fond, tout le monde le sait, les élus locaux le savent parfaitement. Les élus locaux ont parfaitement compris qu'il fallait développer les transports en commun dès qu'ils le pouvaient, parce que c'était mieux pour la pollution de l'air,
pour limiter la pollution de l'air et parce que ça offrait une qualité de vie qui était bien supérieure. Ils le font donc partout. Et vous savez, Monsieur Jacob, puisque vous êtes très attentif au développement local, que dans toutes les villes, on a tenté de développer les transports en commun, parfois en construisant des tramways, parfois en développant les services de bus. Il n'empêche, nous avons fait le choix de décarboner l'économie dans toute la mesure du possible et probablement au sein des transports d'aller encore plus vite. Ça passe par quoi? Ça passe par plusieurs choses. D'abord, une loi d'orientation sur les mobilités que Madame la ministre des Transports aura l'occasion de présenter et qui vise justement un effort d'investissement considérable sur le renouvellement des réseaux existants et sur le développement des transports quotidiens et sur le développement des transports en commun, y compris dans les zones peu denses. Il est donc parfaitement logique que cela soit au cœur de notre politique. Deuxièmement, oui, un prix du carbone. Oui, nous voulons faire en sorte de diminuer l'usage du diesel en France. Il se trouve, Monsieur Jacob, vous le savez parfaitement, vous y avez comme beaucoup d'autres et comme moi d'une certaine façon contribué puisque ça a été 40 années d'action publique. Nous avons en France favorisé le recours au diesel en créant une fiscalité qui était avantageuse par rapport à la fiscalité du pétrole. Vous le savez, c'est un choix français qui a été fait pendant 40 ans. Et vous savez, Monsieur Jacob, que ce choix s'avère, 40 ans après, probablement un choix contestable. Parce que le diesel pose des sujets en matière de pollution de l'air et parce que cette dépendance que nous vivons au pétrole et aux pays qui produisent le pétrole n'est évidemment pas saine. Et donc notre objectif, c'est de créer une augmentation, c'est vrai, du prix du carburant, de faire en sorte qu'elle soit prévisible, de faire en sorte qu'elle soit progressive et de faire en sorte qu'elle soit accompagnée. C'est le troisième volet de notre politique sur lequel je reviendrai dans un moment. Mais permettez-moi, Monsieur le Président Jacob, pour être complet, permettez-moi de dire que le prix du pétrole actuel, que ce soit le gazole ou les différentes essences, a augmenté, c'est vrai, pour des raisons qui sont en partie, mais pas majoritairement, en partie liées à l'augmentation des taxes et en grande partie, très majoritairement, par l'évolution des matières premières, évolution des matières premières qui dépendent de facteurs dont ni vous, ni moi, ni personne dans cette Assemblée ne peuvent maîtriser les termes. Il faut donc accompagner cette augmentation des prix du carburant. C'est ce que nous faisons. Nous avons commencé à le faire avec la prime à la conversion, nous avons commencé à le faire avec les transformations que nous allons appliquer pour faire en sorte que changer de système de chauffage pour passer du fioul à d'autres modes d'énergie soit moins cher. C'est évidemment libérer les consommateurs de cette dépendance au pétrole que de faire cela. Et c'est accessoirement, mais pardon, ça n'est pas accessoire, c'est même essentiel, lutter efficacement contre la pollution de l'air et contre le réchauffement climatique. Et puis, nous allons continuer dans ce chemin, le Président de la République l'a indiqué ce matin, continuer à accompagner, dans toute la mesure du possible, ceux qui sont le plus affectés par cette augmentation de prix et qui ne peuvent pas soit bénéficier des transports en commun, soit bénéficier, pour l'instant, des mécanismes d'accompagnement que nous avons créés. Alors, Monsieur le Président Jacob, je vous le dis clairement, nous ne renonçons pas à notre ambition qui est de permettre d'apporter des réponses crédibles au dérèglement climatique. Je sais que, au fond de vous-même, Monsieur le Président Jacob, enfin, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce qui se passe au fond de vous-même, Monsieur Jacob. Je ne prétends pas le savoir, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très bien ainsi. Mais je suis convaincu, Monsieur le Président Jacob, que comme moi, vous savez que cette question du dérèglement climatique et que cette question de la décarbonation de l'économie n'est pas un petit sujet. Et vous savez que c'est un sujet compliqué. Et comme vous aimez votre pays, comme vous avez le sens du temps et le sens de l'État, je suis certain que vous savez que nous ne pourrons décarboner l'économie qu'avec des mesures résolues, progressives, mais avec beaucoup de fermeté. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Yannick Favennec-Becot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique sont des exigences absolues qui sont partagées sur tous ces bancs. Pour répondre à ce défi majeur, votre majorité a fait le choix d'augmenter le coût de l'énergie et notamment le prix des carburants et du chauffage. Cette décision, Monsieur le Premier ministre, est insupportable pour les Français, en particulier les plus modestes. Elle est également insupportable pour ceux qui vivent dans les territoires ruraux, montagnards ou insulaires et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, déposer les enfants à leurs activités sportives ou culturelles
ou assumer leurs engagements bénévoles. C'est vrai au Havre, mais c'est encore plus vrai en Mayenne, Monsieur le Premier ministre. Elle est enfin insupportable pour les entrepreneurs qui n'en peuvent plus de cette fiscalité punitive, comme c'est le cas par exemple pour les agriculteurs ou les PME et TPE dans les travaux publics. Votre choix pourrait se comprendre seulement si l'intégralité des taxes perçues permettait de financer la transition écologique, ce qui n'est pas le cas. Vous rompez donc le pacte de confiance avec les Français. Le groupe Liberté et Territoires vous demande solennellement de revenir sur la hausse des taxes sur le carburant tant que vous n'offrez pas de véritable alternative. Cette alternative pourrait consister à augmenter les aides aux Français les plus fragiles pour l'achat de nouvelles voitures plus propres afin de remplacer progressivement les véhicules les plus polluants. Monsieur le Premier ministre, entendez ce cri d'alarme. Vous êtes en responsabilité. Il vous appartient donc de sortir de cette crise qui fragilise la cohésion sociale, accentue la fracture territoriale et n'apporte en réalité aucune réponse à l'urgence écologique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Favennec, vous avez commencé en disant que la lutte contre le dérèglement climatique était une préoccupation qui était partagée sur tous ces bancs. Et je suis prêt à le croire, je ne peux que le souhaiter et m'en féliciter. Je sais aussi d'expérience que entre les discours et les actes, il y a un chemin à parcourir et que ce chemin est parsemé d'embûches. Je prends le parti que vous êtes prêts à emprunter ce chemin avec nous. Et pour cela, déjà, soyons précis. Vous avez parlé des agriculteurs. Et là, je veux tout de suite dire que vous avez commis une petite erreur, car en ce qui concerne les agriculteurs, ça a été d'ailleurs voté dans la première partie du budget. Les agriculteurs ne sont pas taxés sur le gasoil. C'est ce qu'on appelle le gasoil non routier. Et autant, c'est vrai, ça a été augmenté pour certaines entreprises, pour certaines machines, autant les agriculteurs en sont entièrement exonérés. Cela représente 1 milliard d'euros par an. Et en l'occurrence, c'est même un avantage pour 2019 de 250 millions de trésorerie, puisqu'avant, ils devaient avancer cette somme et que dorénavant, ils n'auront plus à avancer cette somme. Donc les agriculteurs de France bénéficieront de 250 millions d'efforts de trésorerie fournis par l'État. Donc soyons précis. Et les pêcheurs, j'entends aussi, sont totalement exonérés aussi du gasoil non routier. Donc il faut être précis, sinon on va induire les Français en erreur. Et sur le reste, vous le savez, puisque vous avez parlé du changement de voiture, plus de 250 000 véhicules achetés, 250 000 automobilistes ont pu changer de voiture grâce à la prime à la conversion. Nous allons poursuivre en 2019, amplifier, l'élargir s'il le faut, et les financements seront là pour accompagner les Français à changer de voiture. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur le président André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement est régulièrement interrogé sur les mesures en faveur des personnes en situation de handicap. Les réponses apportées valorisent les mesures adoptées et celles annoncées lors du comité interministériel sur le handicap. Nous apprécions toute avancée, notamment quand elle concerne une citoyenneté accrue. Mais dans le même temps, Monsieur le Premier ministre, certains choix politiques vont à l'encontre du volontarisme affiché. Vous dites augmenter l'allocation d'adultes handicapés, mais vous neutralisez cette augmentation en n'indexant plus l'AAH sur l'inflation. Vous la rabotez même par des mesures pénalisantes et vous rejetez la proposition de loi de Marie-George Buffet visant à ne pas prendre en compte les ressources du conjoint dans les bases de calcul. Dans le même temps,
Vous créez un quota de logements accessibles aux personnes en situation de handicap en abaissant le seuil à 20% seulement des logements neufs dans les immeubles collectifs au lieu de 100% actuellement. Dans le même temps, un décret du 18 mai 2018 supprime la prise en charge par l'assurance maladie des transports des patients hospitalisés en continu ou en longue durée qui reviennent pour un court séjour en famille. Pensez-vous que des parents aux revenus modestes pourront alors prendre en charge le transport sanitaire de leur enfant handicapé vivant en centre médical spécialisé? Un moment de vie normale, de bonheur rare, rayé du quotidien pour alléger les charges de la sécurité sociale. Monsieur le Premier ministre, est-il acceptable que l'obsession de réduction des dépenses publiques conduise à remettre en cause, notamment pour des personnes handicapées, les droits aussi fondamentaux que sont un revenu correct, un logement adapté, des moments en famille, en un mot, remettent en cause le droit au bonheur? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, je vous remercie pour cette question. Vous évoquez la question du handicap. C'est un sujet qui est au premier rang de nos priorités. Il y a 2 semaines, j'ai tenu un comité interministériel consacré à cette question avec Madame la secrétaire d'État. Et nous avons souhaité tirer les conséquences d'un certain nombre de travaux qui avaient été produits et qui nous semblent devoir être utilisés pour améliorer les droits et améliorer la situation des personnes en situation de handicap. Je voudrais mentionner à cet égard les travaux du député Adrien Taquet. Il se trouve, Monsieur le Président, qu'à l'occasion de ce dernier comité interministériel, nous avons annoncer notre décision, les décisions relatives à la citoyenneté. Vous les avez mentionnées en vous en félicitant, je vous en remercie. Permettez-moi d'aller un peu plus loin en évoquant la possibilité de faire en sorte que le droit de vote et le droit de se pacser, le droit de se marier ne soient pas, comment dirais-je, mis de côté à la faveur de procédures judiciaires qui peuvent s'expliquer, mais qui n'ont plus leur place et qui ne rendent pas aux personnes en situation de handicap ou aux personnes en situation de tutelle la totalité des droits dont ils doivent pouvoir disposer. De ce point de vue-là, nous allons proposer des avancées qui sont notables, je tiens à le dire. De même, dans la façon de vivre, nous avons indiqué que lorsque la situation de handicap était durable, voire n'avait pas vocation à être modifiée, il convenait de faire en sorte que cesse cette très mauvaise habitude ou ces très mauvaises procédures qui conduisent la personne en situation de handicap ou sa famille, son entourage, ceux qui l'accompagnent, à réitérer l'ensemble des procédures qui permettent de justifier d'une situation de handicap, ajoutant au handicap une forme de parcours du combattant administratif qui n'a plus sa place dans la société actuelle et que nous voulons faire cesser. Je me permets de l'indiquer, Monsieur le Président, car vous savez parfaitement combien ces changements-là, qui peuvent être regardés avec un peu de hauteur, peut-être par ceux qui ne connaissent pas la situation, sont en vérité essentiels. Vous évoquez, Monsieur le Président, les questions budgétaires et financières. Je commence par dire que c'est moins le souci de réduire par nature la dépense publique qui m'anime que celui, dans toute la mesure du possible, d'équilibrer enfin les comptes. Car si ne pas avoir le souci de la dépense publique ou de l'équilibre suffisait à faire le bonheur, vous avez évoqué cette question, alors depuis 44 ans, tout serait réglé en France. Et la vérité, Monsieur le Président, c'est que ça fait 44 ans que nous vivons un déficit budgétaire et que beaucoup des sujets, y compris ceux qui vous animent, y compris cette question du handicap, n'est pas réglée. Et donc, permettez-moi d'assumer le fait que penser à l'équilibre budgétaire, penser à l'avenir budgétaire de notre pays n'est pas non plus quelque chose qui serait simplement de l'orthodoxie budgétaire ou de la non prise en compte de ce droit au bonheur que vous évoquez. C'est un sérieux dans la gestion de l'argent public que j'assume assez bien, parce que je crois qu'au fond, c'est ce que nos concitoyens nous demandent. Nous allons faire des efforts budgétaires considérables pour les personnes en situation de handicap. Vous avez évoqué l'allocation adulte handicapé. Reconnaissez avec moi, Monsieur le Président, que cette augmentation à 860 puis à 900 € en 2 temps de l'allocation adulte handicapé aura comme conséquence une augmentation de la dépense publique sur cette question de 2,5 milliards d'euros sur le quinquennat. 2,5 milliards d'euros sur le quinquennat.
Ça n'a rien d'accessoire, c'est même tout à fait important et c'est indispensable de le faire. Nous l'avons décidé et l'Assemblée nationale l'a voté. De même, la fusion de la CMU-C et de l'aide à la complémentaire santé va considérablement améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées. La création du forfait d'intervention précoce, Monsieur le Président Chassaigne, pour mieux prendre en compte les jeunes enfants diagnostiqués ou pré-diagnostiqués en situation d'autisme. Voilà une transformation majeure, financière et pratique majeure qui va permettre d'accompagner un certain nombre de jeunes enfants dans des conditions bien meilleures que celles qui prévalaient jusqu'alors. L'aide à la garde d'enfants avec une majoration de 30% du complément du mode de garde pour les parents faisant garder leurs enfants handicapés et un soutien renforcé aux crèches qui ouvrent des places dédiées aux enfants handicapés. Le soutien aux entreprises adaptées et à l'emploi accompagné, dont le budget augmente, Monsieur Chassaigne, puisque vous me posez la question de l'argent, va augmenter de 40% en 2019. Tout ça, ce ne sont pas des petites mesures, ce sont des mesures importantes. Il y en a d'autres, elles sont en discussion dans le cadre du projet de loi de finances et j'espère que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous saurons, le cas échéant, nous rejoindre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Alexandra Louis. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. J'y associe Cathy Raconbouzon, Saïd Hamada et Claire Pitola, députée de Marseille. Et hier, 3 immeubles se sont effondrés au cœur de Marseille, emportant dans leur chute des habitants qui ont eu le malheur de se trouver tout simplement chez eux. Cette tragédie restera gravée dans la mémoire et le cœur meurtri des Marseillais. Nos pensées vont aux personnes frappées par ce drame et à leurs proches. Notre reconnaissance va au bataillon des marins-pompiers, aux sapeurs-pompiers, à la police et aux forces de l'ordre qui sont intervenus dès les premiers instants de la catastrophe et qui travaillent sans discontinuer sur le site depuis hier avec dévouement et professionnalisme. Aujourd'hui, les Marseillais sont partagés entre tristesse et colère. Et nous les comprenons car, par l'horreur et par l'absurde, ce drame éclaire sous un jour éclatant la situation de l'habitat à Marseille. 13% des logements marseillais entrent potentiellement dans la catégorie de l'habitat indigne. Un Marseillais sur 10 met en jeu sa santé, sa sécurité, voire sa vie, du fait de ses conditions d'habitat. Et nous le savons, des marchands de sommeil profitent de la misère en louant à des prix élevés de véritables taudis à ceux qui, trop faibles, n'arrivent pas à défendre leurs droits. Nous devons poursuivre ceux qui les exploitent et aider et reloger les victimes. Cet été, une mère de famille a été victime d'un traumatisme crânien du fait de l'écroulement d'un plafond de sa salle de bain sur le parc Corot. Aujourd'hui, 3 mois après cette date, cette personne et ses 2 enfants de moins de 3 ans sont toujours dans le même logement. Julien de Normandie, alors secrétaire d'État, a lancé le 12 octobre dernier à Marseille l'initiative copropriété. Cette initiative de 3 milliards a été saluée par de nombreux élus. Elle vise à travailler en étroite collaboration avec toutes les collectivités territoriales pour cerner les caractéristiques de chaque problème local. Nous nous engageons sur un long chemin semé d'embûches, mais nous nous battrons, Monsieur le ministre, pour améliorer l'habitat des Français. Monsieur le ministre, face à l'urgence de la situation que vous avez constatée hier et aujourd'hui à nos côtés, quels sont les outils, quelles sont les actions qui vont être mises en œuvre pour une lutte efficace contre l'habitat indigne, afin que plus jamais une telle situation ne puisse se reproduire. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Vous l'avez dit, Marseille a été frappée en plein cœur. Et dès hier après-midi, Julien de Normandie, dès hier soir, nous étions présents aux côtés à la fois des marins-pompiers, des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et du département du Vaucluse, mais aussi de près de 150 policiers, gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité du site. Et nous les avons accompagnés hier soir. Ils ont travaillé toute la nuit, ils travaillent aujourd'hui encore. D'abord avec des moyens mécaniques, mais aujourd'hui, chaque intervention est minutieuse. Et au moment où je vous parle, un troisième corps a été retrouvé dans les décombres. Aujourd'hui, vous avez raison. L'interrogation principale qui se pose est d'abord de poursuivre les investigations pour tenter de sauver des vies. Dans les quelques heures qui viennent, il y a peut-être la possibilité encore de trouver des personnes vivantes sur ce site. Et je sais l'abnégation, l'engagement, le courage de nos forces de sécurité civile et l'expérience aussi, hélas acquise, qui doit permettre de conserver l'espoir. Mais en même temps, il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur les dispositifs tels que vous les avez évoqués. Et il est vrai que, au-delà de l'émotion que chacun partage sur ces bancs, et nous étions nombreux
toutes couleurs politiques présentes dans cet hémicycle aux côtés de nos sapeurs-pompiers. Les questions qui se posent est effectivement celle de constater que Marseille est confronté dans son centre-ville à une situation d'habitat extrêmement dégradée. Nous avons demandé immédiatement au préfet de réaliser un audit précis de l'habitat indigne sur la ville de Marseille. Mais je vous le rappelle, l'habitat indigne, la politique de lutte contre l'habitat indigne relève du pouvoir de police municipale. Mais il faut, au-delà du diagnostic, aller plus vite et plus loin. Et vous avez voté, mesdames, messieurs les parlementaires, il y a quelques jours, la loi Elan. La loi Elan vise à simplifier toutes les procédures qui permettent de faire en sorte qu'on ne mette pas 10 ans, et j'ai été maire et confronté à ce sujet, 10 ans pour faire en sorte de lutter activement contre l'habitat indigne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, 6 novembre, 15h35, alors que l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes persiste, cela signifie qu'à travail équivalent et à compétences égales, une femme travaillerait gratuitement par rapport à un homme, ce qui, je le rappelle, est illégal depuis la loi du 22 décembre 1972. Mes chers collègues, le combat continue et la parole est à Madame Emmanuelle Antoine. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ravi de prendre la parole en ce moment historique de l'année. Votre ministre du Budget, Monsieur le Premier ministre, fait des pieds et des mains pour persuader les Français que leur pouvoir d'achat augmente. Mais qui croit encore aujourd'hui que son pouvoir d'achat augmente? Les 3/4 de nos compatriotes ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé cette année et vous voulez leur faire croire qu'ils n'ont rien compris? La vérité, c'est que les Français sont à bout et que leur pouvoir d'achat est au plus bas. Ils ont subi ou vont subir la baisse des APL, la hausse de la CSG, la désindexation des pensions de retraite et des allocations familiales, une hausse de la taxe d'habitation alors que celle-ci devait baisser et désormais une augmentation dramatique du prix des carburants. Aujourd'hui, le compte n'y est pas pour nos concitoyens, surtout à la fin du mois. Les études s'accumulent pour montrer que les classes moyennes et populaires ont perdu en pouvoir d'achat avec la fiscalité de ce gouvernement. Tout cela parce que vous avez décidé de stigmatiser toute une catégorie de Français. Ce sont tous les laissés pour compte de votre politique, ceux qui pour vous ne sont pas assez modernes, pas assez urbains, pas assez mondialisés, pas assez écolos, et que le porte-parole de votre gouvernement a insulté au point de faire honte à François Bayrou. On explique aux Français qu'on taxe les carburants pour récompenser le travail. Mais les retraités qui ont travaillé toute leur vie, jusqu'à 40 heures par semaine, voient leur pension réduite à la portion congrue, rongée par la hausse de la CSG, l'inflation et la future hausse des mutuelles. Les actifs, eux, ont une vingtaine d'euros de cotisation en moins à payer, mais tellement plus à la pompe pour pouvoir se rendre à leur travail tous les jours. Car oui, quand vous taxez les carburants, vous taxez en réalité le travail pour tous ceux qui doivent forcément s'y rendre en voiture. Enfin, avec les hausses du prix du fioul, plus 30%, et du gaz, plus 20%, certains de nos compatriotes ne vont même plus pouvoir se chauffer correctement. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous changer de logiciel? La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre, à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée L'Antoine. Madame la députée, je suis au regret de vous dire que votre question aurait pu être posée la semaine passée. Je vous aurais fait la même réponse, vous ne m'auriez pas forcément cru. Vous avez choisi de la poser cette semaine, je vais vous répondre par des faits. Des faits extrêmement simples. Cette semaine, vous savez, puisque vous interrogez vos administrés, vos électeurs de la circonscription de la Drôme, vous savez que les salariés ont vu la baisse des cotisations salariales et que ça s'est traduit par une augmentation de leur salaire net. Ça se traduit surtout par 500 millions d'euros de plus pour les ménages de ce pays. Cette semaine, Madame la députée, vous savez que plus de 80% des ménages de votre circonscription, comme de l'ensemble des ménages français, ont vu la taxe d'habitation baisser de 30% et que ça représente aussi un gain moyen de presque 200 euros. Vous savez aussi cette semaine, Madame la députée, que
Les allocations pour les plus fragiles ont été augmentées à hauteur de 40 € par mois. Pour l'allocation adulte handicapé, le Premier ministre vient de le dire. Ils avaient été augmentés à hauteur de 35 € par mois pour le minimum vieillesse et a aussi augmenté la prime d'activité pour l'ensemble des actifs. Et l'année prochaine, nous allons continuer. Nous allons continuer en désocialisant les heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2019. Nous allons continuer par une seconde tranche de baisse de la taxe d'habitation au mois d'octobre 2019 et nous allons continuer à augmenter les minima sociaux, que ce soit le minimum vieillesse, la prime d'activité ou encore l'allocation adulte handicapé. Vous nous avez interrogé plus particulièrement sur la question du prix des carburants et Madame la députée, je ne doute pas que vous avez écouté avec attention ce qu'a dit le président de la République ce matin lorsqu'il invite le gouvernement à faire en sorte de mieux accompagner celles et ceux qui travaillent. Je ne doute pas, Madame la députée, aussi que vous serez fidèle aux propositions élaboré par certains membres de votre parti qui proposent la mise en place d'un chèque énergie. C'est un signe de cohérence que je veux saluer. Le chèque énergie que vous proposez ne coûte pas moins de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros que vous ne savez pas comment financer, à moins que vous soyez resté sur la même proposition que celle que vous défendiez pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire augmenter la TVA à tous les Français de 2 points. C'est ce que vous proposez pour financer les mesures démagogiques que votre parti ne s'est pas proposé autrement. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Mohamed Lakila. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en France, en 2018, des immeubles s'effondrent en plein centre-ville. À Marseille, deuxième ville de France, des gens meurent encore sous les décombres d'immeubles insalubres. L'horreur, titrait aujourd'hui le journal La Provence, après l'effondrement de 3 immeubles dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Les dernières fouilles font état de 3 corps retrouvés morts et le bilan risque de s'alourdir. Ayons d'abord une pensée pour les victimes et leurs proches touchés par ce drame. Je tiens également à saluer le travail et l'intervention de nos forces de sécurité, de police, de gendarmes, des marins-pompiers de Marseille et du SDIS, qui se sont mobilisés dès les premières heures, malgré les conditions très difficiles. Mais cette catastrophe était-elle vraiment imprévisible? Élus, logeurs, experts, tous vous diront qu'ils savaient que cela arriverait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 40 000 appartements et près de 100 000 Marseillais seraient concernés par l'insalubrité et l'habitat dégradé. Et près de 6 000 des 20 000 copropriétés phocéennes sont qualifiées de fragiles. Vous avez annoncé les mesures prises par le gouvernement en faveur de la transformation et de la rénovation des propriétés vétustes. Notre Assemblée avait d'ailleurs voté dans la loi de finances pour 2018 le doublement de l'ANRU à hauteur de 10 milliards d'euros. Alors pourquoi tant de lenteur? Car il y a eu urgence et la catastrophe d'hier à Marseille en est la preuve. Combien de personnes devront encore être sacrifiées pour pousser les acteurs concernés à entreprendre rapidement des travaux de rénovation urbaine et les destructions d'envergure dans les territoires concernés? Quelles mesures d'urgence pour lutter contre ce fléau qui, encore en 2018, en France, tue les plus démunis? Il en va de la dignité de nos concitoyens. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Mohamed Lakila. Vous avez tenu à rappeler l'engagement de nos forces de sécurité et évidemment, vous avez tenu à évoquer notre émotion collective et nos pensées pour les victimes. Ce que je voudrais vous dire, Monsieur le député, c'est qu'il n'existe pas, ou très peu, en France, de villes anciennes qui ne connaissent pas ce type de fragilité. Fragilité structurelle, mais fragilité aussi dans le mode de gestion, avec la multiplication de ces pratiques de marchands de sommeil. Et vous avez raison, il faut les combattre, combattre ces situations et combattre ces comportements. C'est ce qu'a porté Julien Denormandie, en particulier dans la loi Elan. Mais c'est vrai que Marseille est particulièrement touchée. Je voudrais compléter ma réponse de tout à l'heure en rappelant que près de 6 000 copropriétés ont été identifiées à Marseille, soit près de 40 400 logements qui présentent des fragilités et qui portent des conditions indignes d'habitat. Cette situation est d'autant plus intolérable que les quartiers concernés sont généralement les plus populaires, ceux effectivement avec des femmes et des hommes aux plus faibles revenus. Et même ceux qui sont propriétaires et qui vivent dans ce logement sont aussi dans cette grande fragilité.
C'est la raison pour laquelle, pour y faire face, nous avons demandé, je l'ai dit tout à l'heure, au préfet de préparer très rapidement un plan de réalisation d'un audit immeuble par immeuble pour faire en sorte qu'avec la ville de Marseille soit mené un programme ambitieux de préservation des conditions de sécurité avant d'envisager des aménagements nécessaires. Dans le même esprit, le Premier ministre a demandé au préfet de région de préparer un contrat de métropole et nous avons souhaité qu'une des premières priorités de ce contrat de métropole porte sur les questions de rénovation urbaine pour faire en sorte que ce soit une priorité absolue à ce programme. Et puis effectivement, il faut une mobilisation, celle de la ville de Marseille qui est d'abord responsable, mais aussi celle de l'État. Et Madame Alexandra Louis a rappelé tout à l'heure que Julien Denormandie était il y a un mois présent à Marseille pour lancer un plan d'action de 3 milliards d'euros pour de la rénovation urbaine. 3 milliards d'euros à Marseille. Merci, parce que cette ville en a besoin. La parole est à Monsieur Philippe Gomes. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. C'était une journée particulière. Et Monsieur le Premier ministre, vous nous avez rejoints dès le lendemain. Les Calédoniens sont très reconnaissants que le gouvernement ait marqué par sa présence l'importance de ce moment. Le 4 novembre 2018, la Nouvelle-Calédonie a choisi souverainement son destin. Et le peuple calédonien a été à la hauteur de ce rendez-vous avec son histoire. À la hauteur par une campagne qui a été digne et responsable, alors que l'enjeu était d'une grande gravité, à la hauteur par une participation exceptionnelle, 81% de votants, ce qui confère au résultat de la consultation une vraie légitimité, à la hauteur par la clarté du choix, puisqu'une forte majorité, plus de 56% des suffrages exprimés, a décidé de continuer à inscrire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. À une souveraineté imposée, c'est à l'issue de l'acte de prise de possession du 24 septembre 1853, vient de succéder ce 4 novembre 2018 une souveraineté démocratiquement choisie, issue des urnes. Le lien de souveraineté qui unit nos deux pays est désormais refondé. Je crois que nous devons rendre hommage au pari sur l'intelligence fait par Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou et Michel Rocard il y a 30 ans maintenant. De nouvelles étapes nous attendent. Un deuxième référendum est possible dès 2020, il est prévu par l'accord de Nouméa, un troisième dès 2022. Je crois que nous devons engager rapidement un dialogue avec les indépendantistes de façon à voir si un nouveau consensus peut se dégager afin de revoir au moins les modalités d'exercice de ces référendums, non pas remettre en cause le droit à l'autodétermination qui est constitutionnellement garanti, mais du moins ses modalités de mise en œuvre en ce qui concerne les délais. Monsieur le Premier ministre, dans cette perspective, est-ce que vous envisagez d'inscrire cette question à l'ordre du jour du prochain comité des signataires? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gomes. Je le disais tout à l'heure, et vous l'avez remarquablement dit, la Nouvelle-Calédonie a voté. Elle a voté clairement, massivement, sereinement. Ce vote, cet superbe exercice démocratique, il vient valider les 30 années de travail effectuées par les forces politiques, par toutes les forces politiques de Nouvelle-Calédonie et par tous les gouvernements successifs de la République. Elle vient valider l'engagement de femmes et d'hommes, parfois au péril de leur vie. Elle vient valider un engagement tout à fait admirable que j'évoquais tout à l'heure, mais sur lequel je veux redire un mot. J'ai été particulièrement frappé à l'occasion de ce déplacement rapide en Nouvelle-Calédonie par l'engagement, le véritable engagement de l'ensemble de ceux qui ont concouru à l'organisation de ce scrutin et même à l'organisation de la campagne. Je veux dire combien le travail des 250 délégués qui avaient été envoyés en Nouvelle-Calédonie, magistrats, hauts fonctionnaires, universitaires, et qui sont venus dans chaque commune, dans toute la Nouvelle-Calédonie, sur la Grande Terre et sur les îles, veiller à la sérénité du scrutin au moment du scrutin. Je veux remercier très sincèrement les membres de la commission de contrôle présidée par Monsieur Lamy, les membres du comité des sages que nous avions créé pour que la campagne respecte un certain nombre d'exigences en termes de dialogue. Je voudrais saluer le rôle qu'a joué le président Jean Lec, maire honoraire de Nouméa, qui a su, au moment où c'était nécessaire, rappeler quelles devaient être les limites
dans le respect et dans l'humilité de ceux qui s'expriment dans cette campagne. Il a joué, lui et l'ensemble des membres de cette commission, un rôle particulier et utile. Je veux les saluer. Et puis, le scrutin s'est bien passé et le résultat qui a été donné par cette consultation n'est contesté, monsieur le député, par personne. Il est là. Il exprime la volonté des électeurs de Nouvelle-Calédonie. Et personne ne peut faire comme si ce vote était accessoire. Il est essentiel. Vous dites qu'il est une forme de souveraineté démocratiquement choisie. Je me retrouve dans ces propos. C'est un moment essentiel pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Les accords de Nouméa, qui nous lient, qui sont la base sur laquelle s'est construit pendant 30 années ce processus démocratique. Ces accords de Nouméa, qui ont une traduction législative, puisque vous savez qu'une loi organique est venue donner une substance à ces accords. Ces accords, et la loi organique, prévoient en effet que, sous certaines conditions, un deuxième, puis un troisième référendum puisse être demandé par un tiers du Congrès à certains moments de la vie démocratique de la Nouvelle-Calédonie. Ces accords nous lient et il n'y a aucune raison, sauf à constater un consensus très fort de l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucune raison de s'en écarter. Si un consensus très fort s'exprimait, nous le prendrions en compte, comme en 1998 a été pris en compte un consensus très fort des forces politiques pour modifier ou compléter l'accord de Matignon par l'accord de Nouméa. Mais s'il n'y a pas un consensus très fort, alors ces accords nous lient car ils sont la base sur laquelle nous construisons l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. De façon très logique, j'ai proposé à l'ensemble des membres du comité des signataires de se réunir à Paris au mois de décembre pour laisser le temps à l'ensemble des forces politiques d'analyser ces résultats, d'en mesurer les implications, de discuter avec la base électorale qui les désigne, pour qu'au milieu du mois de décembre, nous puissions tirer collectivement les enseignements de ce moment démocratique exceptionnel. Se poseront évidemment des questions institutionnelles liées à l'organisation des référendums suivants si la demande en est faite. Devront être également posées des questions qui dépassent le cadre institutionnel, économique et social. J'ai eu l'occasion de le dire lors de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie. J'ai été très sensible aux remarques que m'ont fait les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie et aux remarques qui m'ont été formulées à l'occasion de mon déplacement à Koné dans la province du Nord par le président de la province Nord. Nous aurons donc à débattre. Mais pour aujourd'hui, monsieur le député, je voudrais dire que la qualité de l'organisation du scrutin, l'engagement admirable des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, la participation exceptionnelle à ce scrutin font qu'aujourd'hui, la France doit être incroyablement fière de la Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Marie-Pierre Rixain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. J'y associe mes collègues de la délégation aux droits des femmes. Nous sommes le 6 novembre 2018, il est un peu plus de 15h35, heure à partir de laquelle les Françaises travaillent gratuitement, et ce jusqu'à la fin de l'année, comme vous l'avez si solennellement rappelé, Monsieur le Président. Ces inégalités salariales sont humiliantes, décourageantes, insupportables pour toutes les femmes de notre pays. Anachroniques, contre-productives pour notre société. Elles reflètent des peurs anciennes fondées sur des préjugés et des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être. Voilà plus de 45 ans que le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi. Pourtant, à travail égal et compétences égales, les femmes gagnent encore 25% de moins que les hommes en France. Rien ne justifie ces écarts, absolument rien. Ces inégalités économiques, symptômes d'un mal plus grand, viennent fragiliser les femmes dans leur volonté légitime d'autonomie et d'indépendance. Nous nous devons d'endiguer les phénomènes de ségrégation qui font que les femmes exercent des métiers moins rémunérateurs et qu'au sein de leur profession occupent les emplois les moins payés. Si une première pierre a été posée avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel portée par Mme Muriel Pénicaud, le travail doit être poursuivi. Nous savons, Madame la Ministre, que le gouvernement et vous-même êtes investis pour mettre un fin aux inégalités économiques qui ont résisté à 20 ans de conquête sociale et de politique publique. Refuser les inégalités salariales, c'est refuser toutes les inégalités.
Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous présenter les actions engagées pour accélérer la marche vers l'égalité économique, intrinsèque à l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Marie-Pierre Rixain. Effectivement, si l'on prend une année comme référentiel, sur une année, il y a un salaire en moyenne pour un homme. Et le 6 novembre, à 15h35, symboliquement, eh bien, c'est là qu'en moyenne, le salaire des femmes s'arrête. Cette inégalité qui existe depuis des générations, elle est illégale depuis plus de 40 ans. Et ce gouvernement et cette majorité ont décidé de passer de la théorie à la pratique et d'agir concrètement pour mettre fin aux inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. C'est pour cette raison que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a pris un certain nombre de mesures très importantes que vous avez votées dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec notamment la transparence dans les écarts de salaire. Les entreprises auront l'obligation de publier ces écarts de salaire entre les femmes et les hommes et 3 ans pour les résorber. Et le 22 novembre, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et moi-même annoncerons les modalités de calcul communes à ces entreprises. C'est un pas historique. Pour faire appliquer cette loi, il y aura également une augmentation des contrôles de l'inspection du travail. Nous passerons de 1 700 à 7 000 contrôles par an pour véritablement la faire appliquer. Mais au-delà de ça, le gouvernement travaille plus largement sur cette question en amont, notamment avec le secrétaire d'État Olivier Dussopt, qui consulte les partenaires sociaux et proposera des mesures pour l'égalité professionnelle dans la fonction publique avec le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Et nous étions ce matin avec la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, à l'Association des maires de France pour travailler plus encore sur l'amélioration de l'attribution des places en crèche, parce que sans mode de garde, eh bien dans la plupart des couples, c'est la femme qui s'arrête de travailler. Pour terminer, je voudrais dire que cette inégalité entre les femmes et les hommes, elle est effectivement anachronique, intemporelle. Les femmes qui s'estiment discriminées peuvent saisir un syndicat, l'inspection du travail, le défenseur des droits ou la justice. Et j'en termine en disant que non, les femmes ne sont pas plus douées que les hommes pour faire le café ou prendre des notes, et les hommes pas plus doués que les femmes pour diriger. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Muriel Réciguier. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, prévoyant un transfert sur le budget des établissements de santé des dépenses de transport de patients, est désormais effective. Cette réforme, initiée par Marisol Touraine et que vous faites vôtre, dont l'objectif officiel est de responsabiliser les hôpitaux et les cliniques, est très critiquée par les usagers, des associations, les ambulanciers et beaucoup de professionnels de santé. Les transporteurs sanitaires sur tout le territoire ont d'ailleurs entamé des grèves et des mouvements sociaux pour vous alerter. 14 d'entre eux ont été interpellés ce jour. En effet, les appels d'offres et les concessions entre établissements de santé et entreprises de transport vont favoriser le monopole des entreprises les plus importantes aux dépens des petites structures à taille humaine. Vous dites vouloir favoriser, je cite, « une meilleure adéquation entre le mode de transport et l'état de santé du patient ». Mais dans les faits, cela se traduit, par exemple, par des personnes en situation de handicap hospitalisées qui sont invitées à s'acquitter elles-mêmes de leur transport. Cela représente des frais difficiles à assumer pour les patients ou leurs familles, qui sont parfois contraints de ne pas ramener leurs enfants à la maison certains week-ends. Au-delà des risques pour la profession, c'est encore une rupture de notre modèle social que vous mettez en œuvre, car les patients seront pris en charge avec des délais et une qualité de service variable selon la société partenaire et le budget de l'établissement. Ces nouvelles dispositions se traduisent déjà par l'augmentation des inégalités sociales et territoriales en santé. Madame la ministre, comptez-vous poursuivre cette politique d'austérité envers le monde de la santé? Que comptez-vous faire pour protéger le métier d'ambulancier, défendre les petites structures et préserver un accès de qualité pour les usagers sur tout le territoire? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Muriel Réciguier. Vous évoquez effectivement une réforme entrée en vigueur cette année, qui est l'article 80 de la loi de financement de la Sécurité sociale, qui vise à transférer dans le budget des établissements de santé les transports entre établissements, entre hôpitaux, de façon à ce qu'ils puissent rationaliser et mieux gérer leurs entrées et leurs sorties.
Cet transfert de dépenses qui est autour de 300 millions d'euros, soit 5%, uniquement 5% des budgets des transports aujourd'hui remboursés par l'assurance maladie, ne touche pas, et ce n'est pas une réforme qui touche les établissements médico-sociaux. Donc ces dépenses ont été transférées dans le budget des établissements et l'enveloppe a été augmentée de 10% de façon à pouvoir suivre l'augmentation des coûts des transports tels que nous la connaissons chaque année. Alors vous pointez du doigt quelques difficultés ressenties par les familles au moment des permissions de sortie. Aujourd'hui, les règles encadrant les permissions de sortie sont inchangées. Lorsqu'elles sont pour raisons médicales ou pour des raisons organisationnelles, elles sont prises en charge aujourd'hui par l'assurance maladie. Elles ne sont pas à la charge des familles. Et les établissements de santé disposent du budget pour cela. Les facturations ne se font aux usagers uniquement s'il n'y a pas de fondement médical, et c'est déjà la règle aujourd'hui, il n'y a aucun changement. Les retours provisoires de patients pour des durées de 48 heures, c'est-à-dire du vendredi soir au lundi matin, ne sont pas des permissions de sortie, ils sont facturés à l'assurance maladie comme c'était le cas auparavant. Alors nous sommes cependant très attentifs à la mise en œuvre de cette réforme. Un comité de suivi s'est tenu le 3 octobre dernier avec les fédérations hospitalières et avec les usagers. Il se tiendra tous les 2 mois. Il a déjà abouti à des préconisations pour les établissements de santé. Et puis nous allons au fur et à mesure répondre aux questions et aux difficultés ressenties. Et mon cabinet a rencontré hier les transporteurs qui manifestaient. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Barbara Bessot-Ballot. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Ministre, nous avons adopté il y a quelques jours la première partie du budget 2019 au sein duquel un accent particulier a été proposé à la transition énergétique et écologique. Nous le savons tous, l'urgence écologique est réelle et le besoin d'une transition sur tous nos territoires est absolument nécessaire dès maintenant. Il est encore temps d'agir. C'est pourquoi nous souhaitons tous poursuivre la mise en place d'une fiscalité écologique, et ce, afin de favoriser une convergence fiscale entre les carburants et lutter contre le réchauffement climatique. Mais le plus important est bien de rendre cette transition accessible à tous les Français. Le travail commun du gouvernement et de la majorité depuis 6 mois a permis de mettre en place de nombreux dispositifs, notamment le renforcement de la prime à la conversion en consacrant 570 millions d'euros pour le financement du bonus électrique et de la prime à la conversion avec l'objectif d'accompagner toutes les catégories socio-professionnelles. Par ailleurs, nous nous félicitons que le président de la République ait écouté et pris en compte les alertes des Français et des députés quant à leur mobilité au sein de nos territoires. Il a clairement exprimé sa volonté d'y répondre en annonçant ce matin son souhait d'aider les plus modestes, avec notamment la généralisation de l'aide au transport sur tout le territoire et une refonte du chèque énergie. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, en cette veille de manifestation contre la hausse des prix des carburants, souvent alimentée par la démagogie, voire le populisme de nos oppositions, quelles solutions proposez-vous pour répondre concrètement aux préoccupations des territoires et principalement de nos territoires ruraux, tout en assurant une transition écologique accélérée? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bessot-Ballot. Je vous remercie d'abord de votre soutien et du soutien des députés de la majorité dans ces choix difficiles. Et je peux témoigner que hier soir, dans cet hémicycle, lorsqu'il s'est agi de voter la prime à la conversion, parce qu'à un moment donné, il faut bien voter les mesures que l'on propose aux Français, seuls les députés de la majorité l'ont fait, et il faut le dire et le redire aux Français. Ces dispositifs sont à leur disposition pour les accompagner dans le changement, ce changement qui, comme tout changement, est toujours difficile. Et vous l'avez dit, le président de la République qui s'est exprimé ce matin nous a invités à travailler sur des mesures complémentaires, et c'est ce que nous faisons au gouvernement pour accompagner encore plus les Français dans cette période difficile. Nous le faisons sur l'élargissement de cette prime à la conversion que nous allons poursuivre en 2019. Il n'y aura rien de pire que d'arrêter quelque chose qui marche. Nous allons l'amplifier. Ce sera pareil pour
bien sûr la possibilité du changement des chaudières au fioul. Je le rappelle, le changement de chaudière peut être subventionné jusqu'à 30% du coût d'une nouvelle chaudière, au gaz, une chaudière au bois, ce qui peut être très pertinent notamment à la campagne, ou une pompe à chaleur électrique. Nous allons continuer aussi avec le chèque énergie, qui là aussi va passer de 150 à 200 €. Nous considérons qu'un certain nombre de Français qui y ont droit ne l'utilisent pas aujourd'hui, donc nous allons simplifier l'accès et nous étudions le fait d'élargir pour qu'il y ait plus de bénéficiaires. Et enfin, nous travaillons sur des mesures pour les transports du quotidien. Il y a déjà des mesures pour les gens qui prennent les transports en commun, pour celles et ceux qui se rendent à leur travail en voiture, une mesure qui serait portée par l'État et les employeurs. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Kader Daoudzai, ancien interprète de l'armée française, a été tué dans une attaque suicide le 20 octobre dernier dans un bureau de vote à Kaboul. Cet attentat ne le visait pas personnellement, mais Kader Daoudzai était depuis longtemps menacé par les talibans pour avoir travaillé pour l'armée française. Comme l'ont rappelé les journalistes Claude Askolovitch et Quentin Muller, sans interprète, l'armée française serait sourde et muette. Ce sont ceux qui vont les premiers dans les villages pour négocier, ceux qui sont là lors des interrogatoires, les plus exposés dans leur propre pays. En 2015, il avait déjà fait état de ces menaces dans sa demande de visa pour la France qui lui avait été refusée, comme pour 152 autres personnes faisant partie des personnels civils de recrutement local. Il s'apprêtait à demander un nouveau visa dans le cadre de la 3e procédure de relocalisation récemment ouverte. Monsieur le ministre, le sénateur Jacques Lenay vous a interpellé à ce sujet. La réponse n'était malheureusement pas entendable. La sénatrice Nathalie Goulet vient de lancer une pétition qui a déjà recueilli près de 60 000 signatures pour accueillir sa famille. Dans le cadre de la relocalisation, l'administration a d'ores et déjà fixé un quota arbitraire de 90 interprètes. Ces derniers n'ont que 3 semaines pour poser leur demande, et cela sans qu'aucune publicité n'ait été faite. En 2012 et 2015, le gouvernement avait pris les voyages en charge. Cette fois-ci, ceux qui seront sélectionnés devront payer leur billet d'avion pour eux-mêmes et pour leur famille, alors que la plupart d'entre eux se cachent et ne peuvent pas prendre le risque de travailler. Monsieur le ministre, ce qui serait à l'honneur de la France, c'est que le gouvernement prenne contact avec eux un par un et leur donne les moyens de venir en France s'ils le souhaitent, afin d'être protégés comme nous nous y étions engagés. Ce n'est pas la première fois que nous abandonnons ceux qui nous ont aidés. Certains se battent sur le terrain et assurent notre sécurité contre Daesh, comme les Kurdes en Irak, et tout le monde a en tête, bien sûr, le sort des Harkis ou ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, une question, Monsieur le ministre, allez-vous redonner confiance en la France en respectant sa parole vis-à-vis de tous ceux qui un jour l'ont aidé, parce qu'anonymes, ils ne doivent pas être oubliés? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, à travers le cas de M. Kader Daoudzai, vous évoquez la situation des personnels civils de recrutement local, dont une majorité d'interprètes qui ont œuvré au profit des forces françaises déployées en Afghanistan entre 2001 et 2014. Leur nombre est estimé à 800. 2 campagnes d'accueil successives ont été organisées entre 2012 et 2014, puis en 2015. Elles ont conduit à l'accueil sur le territoire français de 176 de ces personnels, soit 550 personnes si l'on inclut les familles. Entre-temps, les conditions, comme vous le savez, ont beaucoup évolué en Afghanistan. Je parle des conditions sécuritaires. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a souhaité, pour des motifs humanitaires, que les personnes déboutées lors des précédentes demandes voient leur demande de visa réexaminée par le ministère de l'Intérieur, sous réserve de la prise en compte des risques d'atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public. C'est donc pour cela qu'une mission dédiée, pilotée par le ministère des Affaires étrangères, sera envoyée dans les prochains jours pour examiner leur cas sur zone. Cette mission bénéficiera de l'appui du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur, mais aussi du concours de l'Association des anciens interprètes afghans pour communiquer avec les intéressés et éventuellement accompagner sur le territoire français les personnes dont l'examen aura donné lieu à un avis favorable. Ces personnes bénéficieront d'un visa gratuit, seront accueillies par les services du délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. Les interprètes qui étaient aux côtés de nos forces, qui, je le rappelle, elles-mêmes venaient en appui du gouvernement afghan, ont pris des risques. Ceci justifie que leur demande
ainsi que celles de leurs familles, soient traitées avec humanité et sérieux. C'est le cas. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Nadia Essayant. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, lorsque nous regardons la carte des déserts médicaux, aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'elle n'a pas évolué depuis des décennies. Le problème de la désertification médicale, couplé au vieillissement de la population, se creuse et la situation met à jour la nécessité d'y répondre rapidement et de façon spécifique en fonction des territoires. Nous sommes fiers de notre système de soins que beaucoup de nos partenaires européens nous envient. Cependant, des difficultés majeures demeurent, et surtout sur le département du Cher, dont 250 sur 290 communes sont classées en zone d'intervention prioritaire. Le plan Ma Santé 2022 vise à pallier nos carences sanitaires et notamment notre modèle d'organisation qui ne correspond plus aux besoins, ni des patients, ni des professionnels de santé. Afin de replacer le patient au cœur du système, il ne s'agit pas uniquement de dépenser plus. Il est indispensable de dépenser mieux en fléchant les investissements. Dans cette optique, nous comprenons que va se mettre en place une cartographie des territoires qui répondra pour les établissements de santé aux 3 niveaux établis par ce plan. Il s'agit là d'une bonne initiative qui permettra d'avoir une vision globale des besoins locaux, mais aussi des réponses à apporter, notamment dans les territoires les plus en difficulté comme la région centre. Vous connaissez le problème de l'hôpital de Vierzon et d'autres hôpitaux de la région dont la situation inquiète les citoyens. Vous connaissez aussi mon implication sur ce point et mon souci de dialogue avec les différents acteurs concernés. De nombreux autres élus s'impliquent sur le sujet. Il est indispensable de nous laisser toute notre place afin de nous permettre de travailler en collaboration avec l'ARS en amont parce que nous connaissons les réalités du terrain. Madame la ministre, quelle méthodologie va être mise en place pour que cette cartographie soit le résultat d'une concertation de l'ensemble des parties prenantes territoriales? Comment les ARS et les élus pourront être mieux associés pour que cette ambition soit une réussite? Quelle flexibilité, surtout, est envisagée dans la déclinaison territoriale du plan santé? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Essayant, effectivement, je connais votre implication sur ce sujet et ce que vous faites pour votre territoire. Vous le savez, Ma Santé 2022 vise à renforcer l'accès à des soins de proximité partout en France. La philosophie de cette réforme, c'est que tout doit s'organiser à l'échelle des territoires et venir des acteurs du territoire. Pour cela, nous avons mis en place une organisation qui inclut les élus. Dès que nous avons pris des mesures d'urgence l'été dernier, nous avons mis en place un comité de suivi du plan d'accès aux soins qui comprend l'Association des maires de France, les départements de France, les communes de montagne et toutes les associations concernées. Nous avons souhaité également que des délégués surveillent l'action de ce plan et nous fassent remonter des propositions venant des territoires. Ces délégués, ce sont un député, Thomas Mesnier, une sénatrice, Elisabeth Doineau, et une médecin généraliste, Sophie Augros, qui tous les 6 mois, nous font un rapport. Sur le plan Ma Santé 2022, j'ai demandé aux ARS qu'elles travaillent étroitement avec les élus. D'ores et déjà, 400 réunions se sont tenues dans les délégations territoriales des ARS avec les élus des territoires. 1700 élus locaux ont d'ores et déjà été rencontrés entre le mois de mai et le mois de septembre. Il est indispensable que tous les acteurs du territoire travaillent ensemble, identifient les territoires concernés, trouvent les bonnes organisations et les innovations nécessaires pour répondre aux enjeux de santé et aux besoins de santé, évidemment, de la population. Soyez assurée, Madame la députée, que je ne conçois pas un plan venu d'en haut. Il fera la part, évidemment, nécessaire et la part belle à tous les élus qui sont concernés aujourd'hui par ces problèmes de désertification médicale. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Alexandra Valletta-Hardisson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et je souhaite y associer mon collègue Erwan Balanant. Monsieur le ministre, le harcèlement scolaire se définit comme une violence subie par les élèves de la part de leurs pairs et se caractérise par un comportement intentionnel et agressif survenant de manière répétée dans une situation de déséquilibre de pouvoir réel ou perçu. Les récents développements dans les technologies de la communication ont aggravé le phénomène du harcèlement scolaire qui dépasse dorénavant le cadre de l'école via le cyber.
Un rapport de l'UNESCO, publié le 8 octobre dernier, relève le niveau élevé de violence et de harcèlement à l'école. Ainsi, à travers le monde, près d'un enfant sur 3 ferait l'objet de harcèlement scolaire. En France, un enfant sur 10 est actuellement touché par ces situations de harcèlement. Cela représente environ 750 000 jeunes chaque année. De nombreuses associations de soutien aux victimes ont vu le jour. Des campagnes de sensibilisation et de prévention ont lieu dans les écoles. Et depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre est consacré à la lutte contre le harcèlement. Le ministère de l'Éducation nationale propose même un site dédié au harcèlement scolaire qui permet aux professionnels de mettre en place des actions préventives et d'être victimes. Tout cela est très encourageant, mais d'un point de vue législatif, les spécificités du harcèlement scolaire ne sont pas prises en compte et aujourd'hui encore, il n'est toujours pas fait de distinction entre mineurs et majeurs. Ainsi, le harcèlement scolaire est traité par des articles du Code pénal applicables aux cas de violence, de harcèlement et de provocation au suicide. La probabilité pour qu'une victime mineure se rende au commissariat de police pour porter plainte est très faible et les sanctions prévues pour les auteurs de harcèlement sont souvent inadaptées à leur jeune âge et à leur situation. L'association Hugo, à travers son président Hugo Martinez, qui sera reçu à votre ministère jeudi, a lancé un appel aux députés afin qu'un cadre législatif précis soit donné au harcèlement scolaire et je pense, comme nombre de mes collègues, qu'il a parfaitement raison. Monsieur le ministre, pouvez-vous aujourd'hui nous dire si votre ministère travaille à la mise en place de mesures adaptées pour lutter contre le harcèlement scolaire, l'objectif étant, à défaut malheureusement de le faire totalement disparaître, pouvoir mieux l'appréhender, mieux le sanctionner, afin de toujours pouvoir mieux protéger notre jeunesse. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Alexandra Valletta-Ardisson, merci pour cette question qui est tellement importante et qui aurait été au cœur des enjeux de notre système scolaire, comme d'ailleurs de tous les systèmes scolaires du monde, et vous l'avez rappelé en rappelant cette étude de l'UNESCO. C'est une question extrêmement sensible et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles j'utilise en permanence le terme d'école de la confiance, parce que ce que nous devons viser, c'est que tous nos élèves aillent à l'école en confiance, en ayant confiance dans les autres et en ayant confiance en eux-mêmes. C'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est pourquoi le phénomène du harcèlement ne saurait être pris à la légère. Il n'est pas nouveau, mais il a pris, vous l'avez dit, une nouvelle ampleur, notamment du fait des nouvelles technologies. On doit prendre en compte le cyberharcèlement en particulier. Et il a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui, il mine la vie de plusieurs établissements. C'est pourquoi nous devons avoir une réaction à la hauteur. Il y a d'abord l'enjeu de sensibilisation de tous. Cet enjeu est absolument essentiel et c'est pourquoi la journée du 8 novembre est si importante, parce qu'elle permet de sensibiliser tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les élèves, pas seulement les professeurs, mais aussi toute la population. C'est pourquoi je serai avec le Président de la République jeudi prochain dans un collège de Maubeuge pour sensibiliser l'ensemble de la population à ce sujet. Mais c'est aussi un enjeu de formation. Nous devons avoir une systématicité de la formation, non seulement des professeurs, mais de tous les adultes qui travaillent en établissement scolaire, parce qu'on doit être formé notamment à saisir le moindre harcèlement, le petit harcèlement, qui deviendra hélas potentiellement un moyen ou un grand harcèlement. Et ceci évidemment doit être pris très au sérieux et la formation est la première des réponses. Enfin, en effet, dans la réflexion que nous avons pour mettre fin aux violences dans le système scolaire, nous devons inclure le harcèlement. Ces réflexions sont en train d'avancer. Elles se font aussi dans le cadre de la loi qui aura lieu, qui existera au début de l'année 2019. Nous recevrons le président de l'association Hugo. Je prends donc très au sérieux ces propositions et nous devons lutter tous ensemble contre ce phénomène. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.